3, 2, 1. Bonjour. Bonjour Martina. Bonjour Laurent. J'ai le plaisir de t'accueillir pour cette interview dans notre séquence du PFC, l'émission. Je dois dire que j'ai eu surtout un énorme plaisir à te découvrir. On ne se connaissait pas lors d'une interview précédente en octobre dernier. J'ai vu que tu avais ton franc-parler et que tu n'hésitais pas à partager ce que tu pensais être bien ou pas bien. Voilà. Et donc c'est un peu le but de cette interview, rapidement de brosser un portrait de ce qu'est EPI. Quelles sont ses forces, ses faiblesses et quelles sont les prochaines étapes. Donc voilà. On y va, on peut démarrer ? Très bien, allons-y. Eh ben on démarre. Alors peut-être en résumé, qu'est-ce que c'est que cette initiative européenne de paiement ? En quelques mots. En quelques mots, c'est l'idée de créer une solution européenne, un scheme européen, mais avec 2 produits, ou peut-être même 3 produits principaux. La carte européenne, l'instant payment pour le commerce européen et pour le P2P, et un wallet. Donc tout ça sous la même marque, un seul scheme avec 3 rulebooks si on veut, et donc ce setup pan-européen aussi large que possible pour que l'Europe arrive à créer sa propre solution indépendante. D'accord, donc finalement, the best of everything. Je viens de citer les 3 mots buzzword, hein, donc the best of everything in one. Et la marque, on verra laquelle plus tard, j'imagine. Ouais. Mais quelle est exactement la valeur ajoutée pour le commerçant, les banques, en tant qu'émetteur ou acquéreur, parce que finalement, tu as plein de clients, toi. C'est pas un travail facile, j'imagine. Et les utilisateurs, en comparaison à tous les rails de paiement qui existent déjà, en fait, parce que tu viens de citer des choses qui existent. Il y a des wallets, il y a du open banking payment, et il y a des cartes. Donc voilà, c'est quoi la valeur ajoutée pour tous ces acteurs-là ? Tout d'abord, commençons par celui qui est le plus important, le client. Si le client n'est pas convaincu, si le client ne trouvera pas sa valeur ajoutée dans tout ça, il ne va pas venir. Donc, ce qu'on pense pouvoir apporter, c'est déjà mettre tout dans une même enveloppe, dans la même interface digitale, la même app. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais on utilise tous des solutions différentes en fonction du cas d'usage. Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est dans un certain contexte? Est-ce que c'est peut-être que pour l'e-commerce? Donc, c'est très fragmenté encore. Et c'est assez lourd parce qu'à chaque fois, il faut que je me souvienne comment ça marche, quel est le mode d'authentification, est-ce que j'ai un mot de passe, qu'est-ce que je peux vraiment faire avec. Donc, c'est assez limité et un peu cumbersome, comme on dit en anglais. Donc, c'est ou pas casse-pied en français, quoi. Voilà. Donc, c'est pas optimal par rapport à d'autres solutions qu'on voit dans le monde, à commencer par les Chinois, par exemple, qui permettent tout de faire dans la même solution. Un WeChat ou un Alipay te permet de faire absolument tout, même beaucoup plus que ce que nous, on envisage de faire. Donc, nous, on se dit, on essaye de faire un all-in-one, une solution unique pour le paiement. Et la raison pour laquelle on est arrivé à cette conclusion, c'est de se dire, effectivement, il y a déjà beaucoup de choses, des choses fragmentées, rien de vraiment optimisé d'un point de vue client. On a constaté dans nos recherches clients qu'il y a encore des services qui manquent, des choses qui sont ressenties comme de la friction ou en tout cas pas optimales. Et donc on s'est dit, on n'essaye pas de cocher des cases, donc on n'essaye pas de dire on devient un concurrent à telle et telle solution ou à tel et tel scheme. On essaye de répondre à une demande européenne ou à un besoin ou une situation européenne calée sur la maturité du marché européen qui n'est pas la même partout en Europe. Certains marchés sont déjà ceux du STT-INS, d'autres pas encore, d'autres sont encore cash ou pas du tout. Donc c'est en fonction des marchés. Donc on se doit d'avoir une offre assez large pour répondre à ces différents besoins. Là, tu me parlais du client final. Là, c'est client final. C'est déjà pas mal. Et mais tu as 2 autres clients finalement. Les marchands et puis les banques. Voilà, exactement. Et en plus, pour le client final, pour finir là-dessus, on a besoin en plus du service à valeur ajoutée
Parce que le paiement sec, ça ne convainc ça convainquait déjà plus beaucoup il y a 10 ans, alors aujourd'hui. Exactement. Donc, d'où notre approche d'intégrer d'entrée de jeu le Buy Now, Pay Later, ce que nous, on appelle du Instant Financing, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché, mais aussi d'autres solutions, l'identité digitale, on va l'intégrer, d'autres services autour de la fidélité. Parce que c'est vraiment là qu'il y a la valeur ajoutée pour le client et aussi pour le commerçant. Il y a beaucoup de commerçants qui souhaitent, par exemple, l'intégration avec les programmes de fidélité de leur propre marque. Mais pour le commerçant, le plus important, c'est de dépasser la fragmentation qui existe en Europe. Aujourd'hui en Europe, si je suis un commerçant qui opère sur quelques pays, voire partout en Europe, je dois m'adapter à chaque contexte, je dois me connecter aux systèmes locaux et c'est à chaque fois un autre projet d'intégration. C'est extrêmement lourd et vraiment pas optimisé. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on peut dépasser par cette solution unique et harmonisée pour tous. En plus, on pense qu'on peut apporter ensemble cette innovation de l'instant payment pour le commerce, qui n'existe pas aujourd'hui. Donc ça, c'est l'autre aspect qu'on peut apporter. Et on a une alternative au scheme classique qu'on connaît tous, Visa, Mastercard. Voilà. Donc ça, c'est pour le commerçant. Et pour les banques, c'est un formidable moyen pour maintenir la relation avec leurs clients, d'intensifier ce contact et d'apporter une valeur concrète qui est importante, puisqu'on sait que le principal lien du client retail avec sa banque, c'est le paiement. Ce n'est pas le crédit, parce que je ne fais pas tous les jours un crédit. En tout cas, le principal lien fréquent. Voilà, exactement. Peut-être pas en termes d'intensité, mais en tout cas en fréquence et en récurrence, ça c'est clair que c'est le paiement. Donc je t'ai invité 11 jours trop tôt, ça ressemble au Père Noël ton truc. Parce qu'en fait finalement, les banques sont en train de perdre les sujets paiement, tu leur dis non, avec ça on le rattrape. Les marchands disent c'est trop compliqué, sympa vos trucs, c'est trop compliqué et trop cher, mais j'imagine qu'en plus tu vas me dire que tu seras pas cher. Et sûr, ça sera plus simple. Et alors pour les clients finaux, tu vas faire tout ce que font toutes les fintechs et toutes les banques réunies. Voilà. C'est compliqué, non ? Oui, c'est compliqué, mais en même temps c'est une belle opportunité parce qu'on n'a pas de solution européenne. Et en plus, le momentum est formidable puisque beaucoup de banques ont déjà investi dans l'instant payment, mais n'existent pas dans le commerce. Il y a une vraie demande. Et donc voilà, le deux ensemble, la situation concurrentielle, l'opportunité par l'offre qui existe, ce besoin de la part des commerçants et des attentes côté client final, on pense que là, on a un mix qui est assez intéressant, plus le soutien par les autorités. On va y revenir à ce soutien. Alors, peut-être rentrons un peu plus dans certains sujets de stratégie et de difficultés et d'opportunités. Au final, finalement, vous voulez être un des 3 principaux schemes, schémas de paiement utilisés en Europe. Donc, on va commencer par l'Europe. Oui. Alors, on a nos amis de Visa et Mastercard. Et je suppose que votre but, c'est d'être le 3e logo qu'on voit, quoi. Pourquoi pas ? Voilà, bien sûr. Sur quelle échéance ? Parce que je sais que tu es quelqu'un de raisonnable. Tu ne vois pas ça en 24 mois, j'imagine. Non, ça serait naïf et illusoire. Je pense que le premier jalon vraiment important côté carte va être dans 3 ans. Sur l'instant payment, c'est avant. Mais oui, l'écosystème carte, comme il est très établi, très mature, pour marquer un coup dans cet environnement-là, il faudra du temps. Donc là, on parle de la première émergence notable, ça va être après 3 ans, même si certains pays peuvent commencer avant. D'accord. J'imagine que vous appuyez en fonction des pays sur différents leviers. Par exemple, des schemes locaux, comme on peut l'avoir dans certains pays comme la France, ou d'autres, ça peut être différent. Oui, alors il faut bien comprendre comment ça va se passer. On n'est pas en train de faire de la superfusion de schemes domestiques. D'accord. On n'est pas non plus en train de faire de l'intégration d'actifs nationaux à grande échelle, etc. Ce qu'on essaye de faire, c'est de la migration de volume des actionnaires impliqués et des futurs membres sur EPI. Après, chaque communauté, chaque scheme, chaque solution est maître de faire ce qu'ils entendent faire à l'avenir. Nous, ce qu'on propose, c'est avec les actionnaires autour de la place, qui seront les premiers membres, suivis par d'autres, d'aller donc sur cette nouvelle plateforme, cette nouvelle solution, et donc migrer à fur et à mesure. C'est d'ailleurs pour ça que la partie carte va prendre un peu plus de temps, parce que si on imagine le nombre de cartes qu'on a aujourd'hui en Europe et le transfert qu'il faudra faire, ça ne peut que se faire sur un certain laps de temps. Donc là, on l'envisage plutôt sur 3 ans. Chaque année, un bon tiers des clients actuels va migrer sur EPI à fur et à mesure que leur carte actuelle arrive à échéance. C'est ça qui... Puis c'est là où il y a le plus d'enjeux aussi, de toute façon, pour les acteurs impliqués.
Pour l'instant, mais bon, c'est un changement. Nous, on considère vraiment les deux produits, l'instant payment et les cartes, sur un pied d'égalité. D'ailleurs, on va faire des cartes de débit et des cartes de crédit, c'est important. Donc, on pense que demain, il faut laisser le choix aux clients, mais aussi aux commerçants, parce que les deux peuvent avoir des préférences en fonction des cas d'usage différentes. Si j'atteins mon limit carte, je peux être intéressé par une transaction en instant payment, même si apparemment, aujourd'hui, tout va bien, je peux tout faire avec les cartes en commerce. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles situations, comme tout ce qu'on appelle le commerce en terminal, sur lesquels il peut être très intéressant de scanner un QR code et payer de cette façon-là, ou de faire du paiement in-app. Ça, agnostique sur les parcours, quoi. En fait, vous vous adapterez aux... Exactement. À côté de l'offre, on peut le concevoir, tant qu'on est en mode, j'allais dire, projet, elle peut être que formidable, il n'y a pas encore les freins. Donc à côté de l'offre qui est formidable, et des éléments que tu viens de citer en termes de transfert de volume, quels sont les autres leviers pour que ce rêve d'être d'ici peut-être 3 ou 10 ans, le 3e badge, vraiment important en Europe, Visa Mastercard, peut-être le premier d'ailleurs, je te souhaite. Ouais. C'est quoi vos autres leviers ? D'abord, c'est les actionnaires autour de la table, puisqu'évidemment, ils seront engagés. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, lancer quelque chose en Europe sans avoir la masse critique, c'est quand même très difficile. Donc, marché par marché, il faut avoir une certaine masse critique. C'est une difficulté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un établissement qui serait seul sur un certain marché aura des difficultés à faire basculer ce marché-là. On sait tous qu'il faut l'émission et l'acceptation. D'où toujours cette interrogation, est-ce que dans un marché donné, national, européen, je suis suffisamment grand pour emporter cette masse critique? Donc nous, le levier qu'on a, c'est les actionnaires, et j'insiste surtout aussi sur les actionnaires qu'on cite pas souvent dans la presse, qui sont les TPA, donc les acquéreurs tiers. Dans notre cas, Worldline, Nets, Nexi, très important, puisque c'est les deux plus grands européens, et qui nous permettent, en plus des acquéreurs bancaires, d'avoir ce footprint très, très important en Europe. Et donc ils n'occupent pas des strapontins dans la stratégie. Absolument pas. Absolument pas. Pour nous, c'est des partenaires extrêmement importants. Et je pense que c'est une spécificité de pays, puisqu'il n'y a aucun autre scheme occidental qui associe comme actionnaire des acquéreurs. D'accord. D'autres leviers pour cette... Parce que quand on parle d'être présent comme ça dans tous les commerces, on le sait, c'est pas facile. D'autres leviers ? L'autre levier, c'est, je pense, de travailler avec tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec les fournisseurs de terminaux, avec des prestataires en e-commerce, avec des PSP. On sait qu'on devra emporter des écosystèmes entiers. On devra mener des migrations, on devra assurer marché par marché le contexte local pour sa transition. Donc ça, je pense que c'est le levier de la préparation, de l'implication de l'ensemble de l'écosystème, et surtout pour l'instant payment, d'avoir travaillé de très près avec les commerçants sur ce qu'ils souhaitaient en instant payment. C'est quand même très important que ça ne soit pas une initiative quelque part top-down. Les banques dans leur coin on réfléchit et lancent quelque chose. Non, c'est quelque chose qu'on a construit avec les commerçants, qu'ils soient petits ou e-commerçants, les grandes associations des grands retailers européens, pour arriver à proposer quelque chose qui réponde à leurs demandes sur l'instant payment. Et enfin, je dirais, c'est aussi les moyens financiers qu'il faut réunir pour apporter tous ces actifs-là et pour driver un projet de cette envergure. Dans combien de pays vous commencez ? On a aujourd'hui 7 pays autour de la table. En mode projet, mais ton objectif pour vraiment démarrer En vrai dire, les gros volumes viennent avec les gros pays. C'est assez simple en Europe. Voilà, donc on sait très bien que les gros pays ont un poids très important dans tout ça, mais on se veut européen, donc on a des contacts avec plein d'autres marchés, des plus petits pays, y compris en Europe de l'Est, bien évidemment, et qu'à fur et à mesure, on va entraîner comme actionnaire ou comme simple membre. Donc l'ambition est vraiment pan-européenne. Maintenant, il faudra commencer quelque part. Les négociations sont en cours de finalisation. Une fois que ça sera fait, ça sera progressif. Et d'ailleurs, c'est normal, c'est toujours comme ça en Europe. Oui, on va y revenir d'ailleurs sur le toujours comme ça.
et le passé. Je suis désolé, je vais te la poser peut-être un petit peu autrement et peut-être il n'y a pas de réponse, pas de réponse magique, mais c'est vrai que j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, on s'est déjà vu plusieurs fois, j'ai lu tout ce qu'ils disent sur le sujet, mais j'ai aussi un petit peu de cheveux blancs et j'ai vu les histoires. Je sais que, bon, côté issuing, je ne suis pas trop inquiet. Faire du co-badging par différents pays, on y arrive. On va quand même construire un réseau d'acceptation. Ouais. Je sais qu'en ce moment, tu cherches quelques millions ou quelques milliards. J'ai pas grand-chose à te proposer. C'est dommage, je venais pour ça. Ouais, mais je vais peut-être aller chercher dans le sac. J'ai peut-être pas bien regardé. Mais admettons, imaginons, voilà, j'ai quelques milliards. On accepte les paiements digitaux. Hein. Alors ça change tout. Imaginons que je les ai. Ouais. C'est quoi le sales pitch en 1 minute que tu peux me faire pour me faire peut-être basculer et me dire non, mais t'as pas bien compris, t'as raté un truc. Là, on va y arriver parce que. Tout d'abord, quel secteur économique connaît une croissance comme les paiements en soi, et y compris en Europe, qui est un marché assez mature, mais quand même, encore avec pas mal de cash, qu'il s'agit de convertir en paiement électronique. Donc ça, c'est une superbe opportunité. On a encore ce potentiel de transformation. On a en gros encore un petit 50% de cash en Europe à convertir sur l'ensemble des pays. Donc le gâteau va devenir plus gros de toute façon. Exactement. Donc la base, elle est là. Maintenant, la question, c'est avec quoi on la capte, cette opportunité, comment on l'approche et comment on se positionne. Donc là, l'offre large, ça permettra normalement de ratisser large, soyons clairs. Et par ailleurs, on a les moyens financiers avec ces actionnaires-là autour de la table pour créer de l'innovation. Pour la première fois, on peut miser sur les synergies, ce qu'aucun des établissements autour de la table pourra faire en stand-alone. Donc là, on a un vrai effet de synergie, de cohésion qui permettra de financer notamment l'innovation, ce qu'on peut faire d'une façon assez extraordinaire dans cet ensemble-là, puisqu'on a un vrai budget important. Ce que tu me dis, c'est que théoriquement, il y a les bonnes fées, que si les actionnaires remplacent le scepticisme par l'ambition, il y a des chances que ça marche. J'avais envie de te poser la question, what if? Et si vous échouez, en fait, c'est quoi? Et je vais te dire, je vais peut-être presque faire un sous-titre. Il y en a qui me disent, parce que je raconte des fois ce qu'on se dit, quand tu es sur le plateau, il y en a qui me disent, bon, alors, il est où le problème, finalement, s'il y a Mastercard, Visa, China Union Pay? Ça marche bien, non? Oui, ça marche bien, sauf que on n'a pas de solution unique qui fait tout. L'instant payment, malgré le fait qu'il existe depuis plusieurs années, malgré le fait qu'il y a des commerçants qui disent qu'ils sont intéressés, on ne l'a pas en pratique aujourd'hui dans le commerce. Donc, alors qu'en Europe, il y a différents systèmes qui ont essayé, mais toujours à l'échelle locale ou dans certains secteurs, certains cas d'usage. Donc ça, c'est un premier constat. Et sur ta question, donc qu'est-ce qui se passerait si vraiment ça ne l'est pas? Premièrement, je pense que les fees qu'on paye en Europe vont augmenter. Donc ceux qui disent ça va bien, oui, mais ce n'est peut-être pas ceux qui payent la facture. Et je pense que l'intérêt des commerçants vient aussi de cette appétence de dire on a besoin d'une alternative. On a besoin d'une alternative et on n'est pas la seule région dans le monde à le dire. Toutes les grandes régions dans le monde ont leurs propres solutions. Donc pourquoi pas l'Europe? Donc ça, c'est cette question, qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? La domination qu'on voit quand même se confirmer de plus en plus de grands acteurs internationaux va se confirmer. C'est aussi facile que ça, c'est mécanique, on va dire. Et je pense que le régulateur va devenir actif. Il est évident pour ceux qui suivent de près les déclarations, que ce soit de la Banque centrale européenne comme de la Commission. Je pense qu'on va assister à une nouvelle version du CEPA. Donc, une nouvelle version de moi, régulateur, je te impose quelque chose, une solution, peut-être plus qu'un rulebook cette fois-ci. Alors, la question, c'est est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qui est souhaitable? Ou est-ce que l'industrie, comme on essaye de le faire là, avec les commerçants, avec les acquéreurs, les banques, mais toujours avec la vision client, on ne devrait pas se réunir pour se dire qu'est-ce qu'il faut à l'Europe? Justement, tu viens de parler de raisons, j'allais dire, financières, de raisons de marché, de raisons d'offres. Tu n'as pas cité le mot souveraineté, c'est volontaire? Non, pas du tout. C'est effectivement, on est dans cette tendance-là, c'est clair et net. On répond à cet objectif d'Europe souveraine, de volonté d'indépendance. On va appliquer un standard européen, notamment pour la partie réseau d'acceptation. Donc c'est important, ça fait partie des objectifs politiques.
de la Commission, mais aussi de certains gouvernements qui sont très vocaux là-dessus. Il va de pair avec ça tout ce qui est data privacy qu'on connaît bien en Europe. Donc cette volonté, oui, on y souscrit complètement, c'est dans les gènes de l'EPI. Alors justement, tu viens de parler d'acteurs qui sont assez vocaux, les banques centrales, on les a vus, mais aussi les gouvernements, un certain nombre de pays, la Commission européenne. Oui. Que de gens qui te disent des mots doux. Mais moi, je me rappelle que ma grand-mère, à laquelle je pense souvent, me disait il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a que preuve d'amour, méfie-toi mon chéri. Oui. On en est où des preuves d'amour de ces acteurs ? Disons que oui, en effet, on a eu beaucoup de soutiens vocaux, n'est-ce pas ? Et des belles déclarations. On n'a clairement pas de financement, si c'est ça la question. C'est d'ailleurs un sujet pour certains actionnaires, c'est clair. Puisque tout certains actionnaires aimeraient le faire s'il y avait un financement. Voilà, je pense que ce serait beaucoup plus facile si on avait du financement public. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un investissement important. C'est un très grand projet, comme toi-même tu l'as souligné. Donc, va de là toute la difficulté d'un projet de cette envergure, qui est tout simplement un risque d'exécution, mais aussi d'alignement entre différents acteurs. Donc, oui, on a du beau soutien. Non, on n'a pas de financement. Donc, en gros, beaucoup de mots pour l'instant. Pour l'instant. Mais alors, je vais revenir justement sur ce sujet-là, mais d'abord une question. Tu as beaucoup de cofondateurs, beaucoup d'actionnaires. C'est en même temps formidable, c'est une puissance. C'est pas forcément facile à la governance, à diriger. Quels sont aujourd'hui les principes de gouvernance clés que vous avez pu mettre en place qui font faire, je l'espère pour toi, que ça sera différent de Monet il y a 10 ans? D'abord, je pense qu'il faut clarifier que je pense que l'échec de Monet n'est pas dû à la gouvernance. Je pense qu'il faut bien distinguer les deux sujets. La gouvernance de l'EPI, d'abord, elle est ouverte aux acteurs européens. Ça, c'est le premier principe qu'il faut avoir en tête. Deuxièmement, aucune communauté ne peut imposer ses points de vue, ni aucun actionnaire, aussi gros soit-il. Donc, on a mis des caps en place, on a veillé à certains équilibres, on a donné de la place même à des toutes petites banques qui peuvent se réunir en forme de consortium, par exemple, pour avoir leur mot à dire et partager le coût de l'investissement, mais pour vraiment être pleinement associés. Comme on l'a dit tout à l'heure, issuer, acquirer, on a les deux côtés autour de la table et on mettra en place des commissions pour les commerçants. Donc, ça c'est, je pense, très important. Après, c'est aussi un sujet de renoncement. Chacun doit renoncer à quelque chose pour faire quelque chose de nouveau. Sinon, on fait du bric-à-broc avec des pièces rapportées de droite et de gauche. Et je doute fort qu'on va sortir de là avec quelque chose de compétitif, d'intéressant. Donc, c'est difficile de dire, je vais abandonner quelque chose auquel je tiens peut-être dans le passé ou qui m'a rendu des bons services ou je suis à titre national ou local convaincu que ça a de la valeur. Il faut bien avoir en tête qu'on essaye de construire une solution leading edge européenne. Donc oui, avec beaucoup d'éléments nouveaux, même si on a pu récupérer quelques pièces à droite et à gauche. Alors on va bientôt terminer cette interview. J'ai encore 2-3 minutes en prenant sur mon retard, mais les auditeurs me connaissent, je suis jamais à l'heure. Il y a eu pas mal d'actu. En fait, quand je t'avais reçu en octobre, tu m'avais dit il y a un pay time bientôt. Alors moi, je regardais la presse tous les jours. Et puis j'ai regardé les journaux fin novembre et j'ai eu l'impression que c'était un décalage de pay time ou alors un petit pay time. J'ai pas tout compris. C'est quoi l'actu ? On savait que ça allait être un process. On savait que la prise de décision ne se ferait pas en une seule réunion. Donc, comme on l'a fait noter dans la presse, la décision de convertir la société, qui est aujourd'hui la société Interim, en Target Holding Company, cette décision-là, elle est prise. Ce qui manque encore, c'est la décision de certains actionnaires individuels qui doivent finir leur processus de prise de décision. C'est très simple. Dès que quelqu'un bouge, tout bouge. Et donc, ça a des répercussions sur tout le monde. D'où ce processus long et difficile, c'est clair. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'avancer en attendant ces dernières décisions sur la construction. C'est bientôt, j'imagine. Voilà.
Pas de prochaine date pour l'instant, on ne sait pas encore. Je annonce pas de date, ni de scoop, voilà. Non, mais ça, tu m'avais dit, je ne m'attendais pas à des scoops. Mais en tout cas, les prochaines étapes, c'est ces étapes de décision et ça n'empêche pas le projet de continuer à avancer sur la partie projet. Pour finir, j'ai envie de dire finalement qu'on touche du doigt en t'écoutant la difficulté de construire une infrastructure, parce qu'on parle bien d'infrastructure, de dimension internationale sur des fonds privés. Surtout quand on leur demande de se détruire un peu de leurs propres valeurs pour éventuellement en créer demain. Est-ce qu'à ton avis, finalement, on n'a pas pris le truc à l'envers? On fait quelque chose sur fonds privés qui va demander de l'aide au public. Ça aurait peut-être dû être une initiative européenne avec le vrai sens du terme, public, qui vient demander de l'aide au privé. Oui, mais après, on se plaindrait de les pouvoirs publics. Est-ce que c'est leur rôle de lancer une solution de paiement? Confère tout le débat. De toute façon, on se plaint tout le temps. Voilà, exactement. Donc, il y a toujours une bonne raison pour se plaindre. Non, je pense que il est clair que compte tenu de la situation concurrentielle, il faut de la bonne volonté et de l'alignement de l'Europe au sens large. Donc, entre la partie privée et publique, ça c'est très différent cette fois-ci par rapport à Monnet, que tu citais tout à l'heure. Cette fois-ci, il y a un très fort alignement, il y a du soutien. Est-ce que côté financement, ça pourrait pas être mieux? Oui, certainement, ça aiderait énormément d'acteurs à se décider. Mais bon, il faut faire avec le contexte dans lequel on est. Et pour l'instant, voilà ce qu'on a obtenu. Maintenant, il faut prendre les prochains échelons. Et pour finir, toi, Martina, en fait, si ce projet, parce que là, bâton de pèlerin depuis quelques temps, si tu arrives à le porter sur les fonds baptismaux et que ça fonctionne, et que ça démarre, le projet en mode non plus projet, mais entreprise, tu as envie de continuer à le diriger sur la durée ou... Bien sûr. Donc, je te réinvite bientôt, alors. J'adore ce projet, donc voilà. C'était un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci. À bientôt. Et donc, juste avant que Martina s'en aille, vous allez pouvoir profiter d'une petite minute de transition avec un extrait du dernier PFC avant que nous retrouvions la séquence suivante, c'est-à-dire le débat. À tout de suite.